à toutes et à tous, bienvenue sur le 3e épisode de notre podcast L'artiste, le numérique et la musique. C'est Inès et aujourd'hui c'est à mon tour de vous introduire ce nouvel épisode. Ce mois-ci, on a dévoilé une nouvelle charte graphique, encore plus belle que la précédente, et elle est déjà disponible sur notre compte Instagram, alors n'hésitez pas à venir nous suivre de ce côté-là, sur l'artiste, le numérique et la musique. Enfin, heureux hasard du calendrier, le 15 juillet dernier, on fêtait les 15 ans d'existence du groupe, et à cette occasion, on a regroupé les 3 entités qui le composent, Unico Music, New Agency et Causa, et l'avons nommé Uni. Et ce podcast fait d'ailleurs partie de nos premières actions collectives. Donc pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site uni-e-si.fr. Au programme ce mois-ci, l'édito d'Emily qui abordera la question des vrais artistes, les tips de Clara dédiés aux stories Instagram et les go bafoués de Mark Zuckerberg, mon décryptage sur les hits d'été, et enfin la chronique de Lila sur Leslie Medina de la télé à nos oreilles. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce nouvel édito, je voulais vous parler des vrais artistes. Alors, quel est le point commun entre les nouvelles règles de monétisation de Spotify, l'IA générative et le contexte politique actuel? Eh bien, les artistes, bien sûr, et plus particulièrement les vrais artistes, et la définition même de ce terme. Alors, tout le monde a un avis pour dire qui sont les vrais artistes, mais les autres, comment les appeler ces autres artistes? Des faux? Des pas vrais, des amateurs, amatrices? On ne le sait pas, à vrai dire. On ne prend pas tellement la peine de les définir, puisqu'ils et elles ont le mauvais goût de ne pas rentrer dans les cases. Ce ne sont juste pas des vrais. C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter un instant sur ce mot « vrai », car il est éminemment subjectif et sujet à être redéfini au gré des prérogatives de ceux qui en ont le pouvoir. Lorsqu'une plateforme de streaming instaure un palier minimum de streams par an et par titre, avant que celui-ci ne puisse générer des revenus, les arguments louables avancés pour justifier cette mesure sont la lutte contre la fraude et les faux streams, ainsi qu'une plus juste répartition des revenus. Mais lorsque ces arguments sont raccourcis pour expliquer que c'est bénéfique aux vrais artistes, cela sous-entend beaucoup de choses différentes qui ne sont jamais vraiment pour autant précisées. On ne sait donc pas si cela désigne les artistes engagés dans une logique de professionnalisation et de structuration de carrière, ou des artistes qui ont juste déjà un public, contrairement à d'autres, et c'est proche certes, mais ce n'est pas la même chose. Que se passerait-il le jour où la plateforme déciderait de changer les règles du jeu pour, disons, entre guillemets, mieux coller à la réalité de l'industrie? Ça pourrait porter sur le nombre d'auditeurs, d'auditrices mensuels, sur l'augmentation du seuil minimum de stream, qui est annuel aujourd'hui, mais rien ne dit qu'il ne pourrait pas devenir mensuel, par exemple, ou encore le nombre d'écoutes par personne. C'est sans fin et entièrement à la discrétion de la plateforme. Que se passerait-il, là encore, si chaque plateforme de streaming décidait à son tour de faire de même selon ses propres critères? Je n'envie pas particulièrement le moment où les artistes et leur entourage devront composer et jongler avec encore plus d'injonctions contradictoires, tout en essayant de dégager un minimum de visibilité pour naviguer leur développement de carrière. Parlons d'IA générative aussi, et de ces logiciels qui sont désormais capables de créer une chanson à partir des quantités de données de chansons existantes sur lesquelles ils ont été entraînés. J'ai tellement de questions. Comment qualifiera-t-on une IA à l'origine d'un enregistrement dépassant le seuil minimum de stream, par exemple? Comme une vraie artiste au final? Et comment la rémunérer? Sur le même barème qu'une personne humaine? Ou un barème à part? Et qui le décide à vrai dire et sur quels critères? Tout ceci nous amène à une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce le rôle d'une entreprise de technologie ou d'un prestataire technique que d'arbitrer cela? Ce n'est pas la première fois qu'un maillon de la chaîne de valeur de l'industrie musicale profite de sa position de monopole pour le faire. On se souviendra d'Apple et du prix unique d'un téléchargement. Mais là, ça va plus loin, puisqu'il est question de décider si une œuvre mérite d'être rémunérée tout court, sur des critères purement quantitatifs et dans un cadre légal, et je ne parle pas des sites pirates et peer-to-peer du début des années 2000. Quel acteur de la filière peut véritablement se proclamer légitime à s'exprimer sur ce point et à le décider à la place des artistes et de leur public? Quant au contexte politique actuel, il pose indirectement la même question. Qu'est-ce qu'un ou une vraie artiste? Et quel est son rôle dans la société? Une multitude d'artistes, November Ultra, Team Dupe, Flor Benguigui, Daphné Swan et Frida, pour ne citer que ces 5-là, se sont exprimés à ce propos pendant la récente campagne des élections législatives. Tous et toutes ont évoqué le torrent de commentaires haineux postés sous leurs publications
leur intimant de se cantonner à la musique et surtout de ne pas exprimer ni avoir clairement d'opinion politique. Or, c'est tout à fait paradoxal et contradictoire de leur demander de séparer l'artiste du ou de la citoyenne et de leur refuser le droit d'exprimer les valeurs mêmes au cœur de leur démarche artistique dès lors qu'elle prend une forme non artistique. C'est également révélateur d'un non-dit de notre rapport très français à la culture qui n'existe pas dans les pays anglophones. La frontière entre art et divertissement est éminemment politique. Ainsi, par définition, pour que l'art soit reconnu comme tel, il doit se revendiquer politique et engagé, tandis que le divertissement, lui, est réduit à être neutre et consensuel. Et lorsque les artistes s'expriment politiquement, alors que leur communication a toujours été centrée sur la promotion de leurs projets et le partage de leur développement de carrière, leur prise de position pourtant cohérente est perçue comme une transgression par les personnes dans leur public qui n'avaient pas voulu autre chose que d'être diverties. Cette frontière a toujours été instrumentalisée par les régimes autoritaires et fascistes, en opposant les artistes aux vrais gens, encore ce mot, assimilant de fait les artistes à des élites condescendantes, déconnectées de la réalité des classes populaires. Et c'est tout le paradoxe de cette inversion des rôles, car les artistes, à quelques exceptions près, font et ont toujours fait partie des personnes les plus précaires de la société. Mais ce qu'on leur reproche autant qu'on leur envie, est d'avoir fait le choix de vivre de manière sincère et courageuse, en cohérence avec leurs valeurs humaines, artistiques et politiques. En d'autres termes, de vivre de manière vraie. J'en reviens à ce mot, encore et toujours, pour le mettre en perspective autant que le corréler avec le sentiment d'imposture avec lequel tant d'artistes bataillent toute leur carrière, et tout particulièrement à leur début. Dans une industrie où l'on demande aux artistes de communiquer pour toujours rassurer leurs fans et leurs partenaires pro de leur légitimité tant en tant que professionnels, il est facile de se convaincre que l'on n'est justement pas légitime à prendre la parole tant que l'on n'a pas démontré sa capacité à construire de grosses bases fans. Cette corrélation est pernicieuse et malsaine, et boucle la boucle en quelque sorte, mais sans réponse satisfaisante pour autant. Alors je le reconnais, cet édito pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Je le conclurai donc en ne donnant qu'un seul conseil aux artistes. Bien sûr qu'il faut rester au courant des règles du jeu si changeantes de l'industrie musicale, puisqu'elles affectent directement votre capacité à trouver votre public, générer des revenus suffisants pour vivre de votre art et financer votre développement de carrière. Mais s'il vous plaît, n'indexez jamais votre valeur et votre légitimité en tant qu'artiste à des critères purement quantitatifs, arbitraires, décrétés par des acteurs outils numériques qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. Car vous savez mieux que quiconque pourquoi vous créez, et que créer en soi suffit pour être partagé avec le monde. Vous serez toujours légitime lorsque vous partagez ce qui vous anime. Continuez donc de vous exprimer, quelle que soit la taille de votre base fan. You are enough. Dans le prolongement de la réflexion sur les vrais artistes, je vous recommande d'écouter le replay d'une conférence que j'avais programmée au MAMA de l'année dernière, intitulée « Qu'est-ce que le succès ?» pour un ou une artiste. C'est avec Yann Cléry et Vicky R, et l'ensemble est modéré par Ntoi Kachalet. C'est vrai ça, c'est quoi le succès? C'est quoi les vrais artistes? Voilà, je vous laisse avec ça. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, je vous parle de stories Instagram et de l'ego bafoué de Mark Zuckerberg. Snapchat a inventé les stories, le format mobile de photos vidéo éphémères que l'on connaît tous et toutes, et c'est le cœur même du fonctionnement de cette application. Et ça a cartonné tout de suite. En 2013, 2 ans après son lancement, l'application comptait déjà 350 millions d'utilisateurs. On était en 2013, je rappelle, à l'époque Facebook ce n'était que 1,2 milliard d'utilisateurs. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a justement tenté par 2 fois de racheter Snapchat cette année-là, avec une offre allant jusqu'à 3 milliards de dollars. Et les fondateurs de l'application ont refusé à chaque fois. Furieux, Mark Zuckerberg a alors décidé de copier allègrement le principe des stories en les embarquant sur Instagram. Et difficile pour Snapchat de faire un procès sur une fonctionnalité, d'autant plus lorsqu'elle s'appelle Histoire. Bref, depuis le format s'est imposé et on a même vu des stories apparaître pendant un temps sur LinkedIn, sur Twitter, on appelait ça des flits, ou encore sur Pinterest. Sur Instagram, les stories sont donc incontournables. C'est la première chose que l'on voit quand on se connecte à l'application.
Voici donc 3 premières astuces pour des stories toujours plus efficaces et surtout à votre image. Et parce qu'on ne peut pas faire plus visuel, vous trouverez dans la newsletter des captures vidéo qui permettent d'illustrer ces tips. Première astuce, ajoutez un sticker de localisation, une ville, un lieu, et cachez-le si ce n'est pas l'info principale de votre story. Ça permet d'intégrer les stories qui sont dédiées à cette localisation et donc de toucher une nouvelle audience au niveau local. Deuxième astuce, vous pouvez mentionner jusqu'à 20 comptes dans chaque story. Allez-y. Deuxième petit point, si vous avez oublié de mentionner un ou plusieurs comptes dans votre story originale, vous pouvez le rajouter après publication. Il vous suffit de vous rendre sur votre story, de cliquer sur le petit plus en bas à droite, et ensuite, vous avez un bouton « Ajouter des mentions ». Troisième astuce, vous pouvez changer la couleur du fond de votre story en appuyant longtemps sur l'écran. Pas besoin de colorier l'intégralité de votre story. Mais attention, si c'est un partage d'images issues de votre bibliothèque, elle sera entièrement recouverte par ce fond coloré. Il faut donc d'abord choisir votre couleur et remplir le fond. Ensuite, vous rendre dans votre bibliothèque d'images, copier l'image que vous souhaitez. Vous revenez sur Instagram, vous ouvrez une zone de texte et dans votre story. Et là, vous allez cliquer sur coller pour coller votre image. Et voilà. Pour toujours plus d'astuces, je vous donne toujours rendez-vous du 25 novembre au 10 décembre pour la formation Community Manager. Community Manager, c'est un projet artistique ou culturel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site formationnewagency.fr. Et pour en savoir plus sur la rivalité de Facebook et Snapchat, je vous conseille d'écouter les 6 épisodes dédiés du podcast Guerre de business de Wandery. À très vite! Coucou, c'est Inès et pour cette nouvelle édition du mois de juillet, je vais vous parler des hits d'été. Chaque année, à l'arrivée de l'été, on assiste à l'apparition de hits d'été, composés généralement de mélodies répétitives, de refrains entêtants et de sonorités dansantes propices à la période estivale. Ces titres ont toujours eu un énorme impact, surtout depuis l'évolution du streaming et de l'apparition du réseau social TikTok, qui propulse certains morceaux à une vitesse folle. Depuis quelques temps maintenant, le flux de titres proposés chaque année a décuplé, et c'est donc beaucoup plus compliqué pour les artistes de sortir du lot, et même quand c'est le cas, la longévité est plus qu'incertaine. Les hits d'été offrent aux artistes une énorme visibilité sur une période donnée avec des titres qui marquent et qui restent en tête même des années plus tard. C'était le cas par exemple pour des titres comme Despacito ou Cheerleader qui ont connu une diffusion massive en radio, une forte présence sur les réseaux sociaux et un nombre d'écoutes en streaming exorbitant. La place de hits d'été est plus accessible aux artistes ayant déjà une certaine notoriété, mais c'est aussi parfois une belle porte d'entrée pour des artistes encore méconnus du grand public, parce que cette période est davantage propice à la découverte de titres efficaces et facilement mémorables. Cette place est très prisée par les artistes, notamment parce que cette formule est l'une des plus efficaces en termes d'impact et de résonance, et on le voit par exemple dans la place inébranlable qu'occupent ces titres dans les classements, à minima pendant tout l'été. Cependant, cette période pré-estivale semble de plus en plus saturée par ces nombreuses sorties, ce qui provoque par exemple l'apparition de featuring composés d'artistes mainstream, comme le titre Bande organisée sorti en 2020 ou encore Fade Up en 2023. Au-delà de ça, pour innover, certains artistes optent pour des remixes de leurs titres existants, avec des versions plus dansantes ou plus électro comme on a vu apparaître dernièrement. C'est aussi une bonne alternative pour des artistes qui peuvent donc proposer des nouveautés adaptées à l'été, mais tout en travaillant leur back catalogue de manière attractive et pertinente. En dépit de tous les avantages qu'offre la création d'un hit d'été, ça peut être également un risque d'enfermement, surtout pour les artistes émergents qui risquent d'être identifiés par un seul titre sans être reconnus vraiment comme artistes à part entière. Et de plus, le succès d'un titre considéré comme un hit d'été est souvent un peu plus superficiel par rapport à des titres considérés comme des hits tout court, parce qu'ils sont souvent perçus comme plus légers ou plus passagers. Pour conclure, si on choisit de produire un hit de l'été, il faudrait l'inscrire dans un développement plus global et ne pas commencer par ça, ou alors assumer complètement la position d'artiste d'été et donc ne sortir que des titres dans la même veine. Mais globalement, c'est toujours important de bien définir en amont les objectifs qu'on veut atteindre avec ce type de single pour adapter ses actions en conséquence et surtout déterminer comment l'utiliser pour faire levier dans la suite de sa construction de notoriété et de sa base fan.
Hello, c'est Lila et bienvenue dans ma chronique dans laquelle je vous présente le projet d'un artiste émergent. Aujourd'hui, on va parler de Leslie Medina. Après l'avoir découverte sur Netflix dans la série Fiasco, j'ai commencé à voir des pubs de ses clips sur TikTok et Instagram. La chanson me restait en tête alors même que je l'avais jamais écoutée. Je me suis donc posée 20 minutes sur mon canapé pour écouter Les Lotus poussent dans la bouffe. C'est son premier EP et je suis tombée folle amoureuse de ce projet. Ça fait bien longtemps qu'un projet de pop française me touche autant. J'ai ensuite creusé et regardé tous ses anciens clips sur YouTube et encore une fois, je me suis pris une claque. Non seulement c'est une superbe actrice, mais en plus, elle a une voix singulière et délicate et ses paroles sont poignantes. Qu'elle parle d'amour, de ses peines ou de la société, elle réussit à trouver les mots justes pour rendre ses textes poétiques. Je saurais pas vous conseiller autre chose que d'écouter tout l'EP ainsi que tous les singles qui sont sortis avant, parce que j'arrive pas à faire de choix. Mais si vous voulez une chanson qui va vous coller au cerveau et que vous allez chanter tout l'été, c'est Bébé tu m'adores. Et d'ailleurs, Leslie, je t'adore. Je vous laisse écouter une playlist de 6 titres d'artistes de pop française pour vous mettre un peu dans le mood de l'été. Bonne écoute! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 1er du mois prochain pour la prochaine édition. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière.